Bonjour à tous. On vient vous représenter une démarche que vous avez déjà vue et qu'on vous a déjà présentée, mais comme il y a plusieurs lots et plusieurs équipes qui ont été lauréates, on vient vous présenter aujourd'hui une nouvelle équipe que vous n'avez pas encore vue dans cet exercice. C'est le projet Énergie Sprong Pays de la Loire, un projet qu'on a lancé dans une logique d'offrir un bouclier énergétique à nos locataires. Notre principal métier, quand on est bailleurs sociaux, c'est de mettre un bouclier énergétique au-dessus de la tête des locataires. Ça se révèle particulièrement vrai avec l'explosion des prix de l'énergie depuis un an et avec la nécessité, pour le coup, de les protéger. Deuxième point, et c'est lié au premier, on a besoin de pérenniser la vocation du parc social. C'est-à-dire qu'on n'a pas si les prix de l'énergie explosent et que nos locataires sont plus capables de les assumer, on n'a plus notre vocation sociale. Si notre patrimoine se dégrade, il perdra aussi de son attractivité, de sa capacité à accueillir une diversité. Et c'est le troisième point, redonner une attractivité durable à notre parc, qui est un point majeur. C'est-à-dire que c'est des ensembles sur lesquels on a traité qui sont pour l'essentiel dans un fin de premier cycle de vie. Et donc, c'est l'idée de redonner un second cycle de vie à nos bâtiments, de leur redonner une nouvelle phase d'exploitation et d'être donc capable de réemprunter sur ces bâtiments pour financer ce second cycle de vie. Et puis le dernier point, mais j'y insisterai, et l'équipe que représente Sébastien en est un bon exemple, c'est de constituer une filière locale puissante et qui soit en capacité de répondre à nos marchés, mais aussi aux marchés des autres maîtres d'ouvrage, et singulièrement des maîtres d'ouvrage privés. Et ça, c'était un des enjeux et un des enjeux majeurs de notre exercice. Alors, c'est un projet de long cours. Parfois, on s'affole en voyant le temps qui passe. On a mis la première étape en novembre 2020, mais enfin pour de vrai, les études de faisabilité, les premières études de faisabilité, on les a fait en 2018. Donc on voit qu'elles commencent à remonter un petit peu. On a fait un avis d'appel à la concurrence en 2020 pour 85 opérations sur 5 départements qui représentaient 2108 logements. Pour une raison assez simple, on avait besoin de redonner un effet de masse aux gens qui allaient nous faire les offres et de leur donner la capacité de se projeter sur du volume et de faire les investissements nécessaires par rapport à ce volume. Et ça, c'est la reprise même du projet hollandais. Et donc 2108 logements, ça a permis d'avoir une vraie diversité avec 14 bailleurs pour porter ces projets au sein d'une centrale d'achat qu'on a créée de manière dédiée qui s'appelle MASH. Et on a eu 26 candidatures de 10 groupements aux 5 lots. Et donc, c'était assez dense. Je vois quelques-uns dans la salle qui ont participé à cette époque-là au dialogue compétitif. Ça a été difficile. On l'a fait en plein Covid, avec des visios dans tous les sens. Ça a été très riche et très puissant. Je pense que ça a été riche pour tout le monde, y compris, j'allais dire, pour les équipes qui n'ont pas forcément gagné. On a appris des choses et on s'est tous appris des choses dans cet exercice. L'année 2021, c'était la consultation sur les 5 lots. On a 8 groupements d'entreprises qui ont été retenus. Fin 2021, 2022, on a attribué 4 lots. On a un lot qui est infructueux sur les 5. Trop complexe, trop divers en termes de patrimoine. On n'a pas trouvé une solution ni technique ni financière qui rentrait dans cet exercice. 42 opérations sur 3 départements ont donc été retenues. On fait 1458 logements. C'est la plus grosse vague jamais faite de réhabilitation Énergie Sprong en France, et très très largement. C'est un vrai retour d'expérience extraordinaire en ce moment, mais Sébastien expliquera son projet, mais simplement sur les autres lots qu'on commencé, on s'aperçoit de la pertinence d'être dans la répétition des opérations, y compris dans ce qu'on apprend opération par opération et dans la capacité que l'on a de faire progresser les solutions au fur et à mesure de la mise en œuvre. Et ça concerne 7 bailleurs sociaux. Et on a retenu 3 groupements lauréats. Et c'est pas fait exprès, mais on est assez fiers de la diversité des groupements qu'on a retenus. On a Sogea Atlantique, qui est une entreprise que vous connaissez bien, qui est une entreprise générale, entre guillemets, assez classique, mais qui a fait le pari de l'industrialisation et qui est donc aujourd'hui a monté une usine spécifique et dédiée pour ses façades et qui aujourd'hui est en train de réhabiliter, est à la moitié de son lot quasiment. On a Altine, qui est la maison mère d'une société de conseil et de BE que vous connaissez bien, qui est Alterea, et qui, elle, a pris les lots collectifs, à la fois les immeubles de 3-4 étages et un immeuble Golgoth HLM de 12 étages, qui en est à la moitié de son chantier. Et enfin, Agir, et je vais laisser la parole à Sébastien. Et Agir, c'est un groupement de PME locales. Et ce qui nous intéresse à la fois chez Sogea, chez Altine et en particulier chez Agir, c'est cette capacité qu'on a eue de faire que l'offre s'organise et qu'elle s'organise d'un point de vue territorial.
Et puis parce que Philippe est au premier rang et que je ne voudrais pas que ça ne soit pas dit, bien sûr, c'est de la conception-réalisation, bien sûr, c'est des entreprises, mais on a un gros travail avec les architectes et je tiens à dire que ça a été un exercice assez intéressant dans chaque lot et avec chaque équipe de voir la capacité qu'avaient les architectes de prendre leur place dans l'exercice. C'était spécial dédicace. Et je précise, c'est Philippe Martial, président de l'Ordre régional des architectes, et qui fera la conclusion en fin de journée. Donc il est très attentif à l'ensemble des débats et il nous fera la conclusion tout à l'heure. Dernier mot, agir. On a eu un dernier problème dans la route qui a été semé d'embûches de ce projet Energy-Sprong depuis son début. On a une entreprise mandataire qui a été placée en liquidation judiciaire. Ça aurait pu tout arrêter. Et là, je veux le souligner parce que c'est mes mandants, les organismes HLM, qui sont capables de prendre des risques. Et on a pris le risque de reprendre une entreprise naissante, qui est Synerpod, comme mandataire dans l'exercice. Et on s'est mis dans une capacité de redonner sa chance à cette équipe parce qu'on croit à la solution qu'ils ont développée. Et on est dans cet exercice aujourd'hui porteur d'innovation, porteur d'une nouvelle filière. Et les HLM, ils sont fiers de jouer ce rôle-là dans l'exercice. Merci beaucoup. Je me présente Sébastien Fournier, avant tout un entrepreneur. Et tout ce que ne montre pas cette image, c'est tout ce qui s'est passé, l'aventure depuis maintenant 5 ans. Et l'origine, grâce à Greenflex, d'un voyage aux Pays-Bas, découverte d'Energy-Sprong, de l'écosystème Energy-Sprong aux Pays-Bas, beaucoup de PME engagées, un esprit de travail collaboratif, une réindustrialisation des sites là-bas, et puis Factory Zero qui développe un module énergie. Et partant de là, je me suis dit, on n'est pas plus con, on est capable de faire la même chose, donc on va repartir par ce pod et puis essayer de redévelopper une offre. Donc voilà, c'est l'histoire de Synerpod avant tout, c'est une synergie d'entrepreneurs, de gens qui croient en le travail collaboratif, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, l'image que vous avez, c'est le premier projet qu'on est en train de mener à Savigny-l'Évêque, en banlieue du Mans, pour Mansé de l'habitation. Et vous voyez apparaître donc, le fameux pod, le petit module blanc à côté, que je vous détaillerai un petit peu plus loin. 400 logements en maison individuelle répartis entre Angers et Le Mans pour 3 bailleurs, Podelia, Maine-et-Loire Habitat et Mansé de l'habitation. Et on est parti pour 2 ans et demi de travaux. Alors, comme le soulignait Axel, on a, suite à la défaillance d'E-Loft, revu notre copie de fond en comble, en essayant de se dire, finalement, puisque l'industrialisation des façades est plus complexe, et qu'on parle d'industrialisation, allons chercher les industriels du territoire, et impliquons-les à nos côtés dans ce projet. Et donc, on a eu la chance d'avoir des échos très favorables de François Guérin, directeur général de CETI, de Nicolas Dereau, directeur général d'IDEA. Je vous expliquerai après pourquoi IDEA. CETI, donc SWAO. On a également nos partenaires à nos côtés depuis l'origine, qui sont Energis, le bureau d'études thermiques Trièdre, également Soprofen, et puis SPI Batignolles, qui nous a apporté également un sacré coup de main pour la partie chantier, expérience, travaux. Et enfin, on est allé chercher également la Solive, qui est un organisme de formation, puisqu'en fait, un challenge partant de zéro, et Dieu sait qu'aujourd'hui, trouver des techniciens et des équipes, c'est compliqué au niveau des pompes à chaleur. Donc on a fait un partenariat avec un centre de formation pour avoir des gens en reconversion, des gens qui sont motivés, des gens qui viennent d'autres horizons et qui acceptent de revoir leur méthode de travail. La méthodologie également et le discours porté par IDEA était aussi de se dire, finalement, quand on parle d'industrialisation, on fait souvent des focus sur les produits, en disant, tiens, il me faut des façades préfa, il me faut des modules énergie, il faut des toitures préfa, et ainsi de suite. Et la réflexion, en fait, était aussi de se dire, et c'est aussi là qu'on perd beaucoup d'énergie et d'argent dans le bâtiment, c'est la logistique. C'est comment organiser un flux cohérent qui synchrone avec tout le monde, toutes les équipes, toutes les parties prenantes du projet, et qui à la fois permettent de gagner du temps, de satisfaire le flux industriel, puisque le flux industriel nécessite d'avoir une régularité. Il faut éviter les à-coups de pic et de creux. Et à la fois le côté chantier, qui lui a des aléas, des intempéries, des reprises de chantier, des locataires, et ainsi de suite. Donc on a créé une sorte de rupture de charge avec IDEA qui permet de stocker les produits venant des différents industriels. Et après, la première démarche était de travailler à la nomenclature du logement, de définir qu'est-ce que le logement de Mme Michu avait besoin en nombre de menuiseries, d'isolants, de pods, et ainsi de suite, et de pouvoir travailler sur un flux, et donc une seule livraison par maison. Également, le fait de revisiter tout ça, ça n'aurait pas été possible si dès le début, on n'avait pas mis des conditions de fonctionnement.
C'est-à-dire, je veux dire par là, c'est que on a écrit dans la création de Synarpod et même maintenant dans le groupement Agir, la première chose, c'est se dire qu'est-ce qu'on partage comme valeur, qu'est-ce qu'on partage comme vision et comment nous allons fonctionner ensemble. Parce qu'il est important que tout le monde s'écoute, tout le monde apprenne des uns et des autres, parce qu'il est important également de sortir de la posture habituelle du bâtiment qui est de un problème, pas de problème, c'est la faute du plaquiste, c'est la faute du plombier, ah, vous avez mal lu le CCTP, et ainsi de suite. Il fallait sortir à tout prix de ça et aller plutôt dans une projection de dire on va rencontrer des problèmes, on va avoir des difficultés. Par contre, la méthodologie, c'est de venir avec une solution à une difficulté. Et nous avons mobilisé donc, les industriels à sortir de leur carcan habituel, de dire moi c'est mon devis, c'est plutôt d'être proactif, de monter des solutions. Donc on les a remontées également d'un cran dans la chaîne de valeur du process. Donc c'est une proposition qu'on a faite qui a été acceptée. Et donc que vraiment on soit proactif et qu'on partage des valeurs et qu'en fait ces valeurs elles sont garanties par notre directeur de projet, donc Franz Precher qui nous a rejoint, qui est garant également que toutes les valeurs qu'on a mises en place sont respectées à la fois au sein du groupement et dans la relation avec nos bailleurs. Et enfin, le point, le pod. Donc le pod, c'est ce module énergie que nous avons développé. Nous avons, depuis 2 ans, sur nos fonds propres, acheté une maison que nous avons équipée, qui est en banlieue de Nantes, là, à Saint-Sébastien, donc qui fonctionne avec des vrais locataires. Nous avons mis une instrumentation. Nous avons fait une V0, une V1, une V2, on l'améliore en permanence. L'idée, c'est de regrouper dans un module technique une production d'eau chaude, chauffage, ventilation et rafraîchissement. Également, rajouter des fonctions utiles pour les usagers, mobilité, auvent rétroéclairé, habillage, jardinière. Enfin, on a tout un tas d'idées qui viennent dans l'écosystème pour habiller ce module énergie. Et puis de pouvoir transmettre toutes les données et de faire du monitoring après derrière de la maison. Je dis ça, il nous intéresse, je te fais une petite coupe au milieu. Ouais. Il nous intéressait follement parce que pour l'entretien et la maintenance, c'est quand même beaucoup plus simple que les équipements soient à l'extérieur, qu'on n'ait pas besoin de rentrer chez le locataire. Premier point. Deuxième point, ça crée des césures entre les logements quand on les utilise bien d'un point de vue architectural. Et ces césures, elles peuvent être utiles pour créer un peu d'espace privatif et de la qualité de vie notamment nos pavillons en bande qu'on peut avoir dans un certain nombre d'endroits de notre parc. Vas-y. Super. Et l'autre point important, c'est qu'Energisprong, c'est un engagement sur 30 ans et qu'il fallait aussi revisiter tout ce qui était l'approche maintenance. Et donc là, nous sommes allés chercher des gens qui travaillent plutôt, qui ont l'habitude de travailler sur ce genre de maintenance, les bateaux. On a la chance d'avoir ici les chantiers de l'Atlantique. Les bateaux partent pendant 30 ans avec une exploitation maintenance pendant 30 ans et il est hors de question qu'une cabine soit en panne pendant une semaine. C'est une perte d'exploitation sèche. Donc eux ont une culture de la maintenance prédictive qu'ils nous ont appris. On a travaillé avec eux, on a pareil impliqué des gens de l'écosystème pour essayer de se dire finalement dans la conception, il faut que tous les produits soient déplugables. Donc on a retravaillé avec le fabricant de pompes à chaleur, de VMC, tous les produits doivent être déplugables, réparables, recyclables, rétrofitables et on les remet en service. Donc tout ça, c'est ce qui nous a guidés, c'est ce qui explique aussi toutes les différentes versions. On a amélioré les produits, on a refait travailler le sujet. Par contre, il était essentiel pour la réussite de ce projet d'avoir un marché, on va dire, industriel. C'est pour ça qu'on s'est battu. Et je reconnais la confiance et on va mettre toute notre énergie pour être au niveau de la confiance qui a été mise sur la table. Parce que 400 modules nous permet tout de suite de démarrer une activité en Pays de la Loire. On vient d'avoir un bâtiment à Montaigu où on démarre l'assemblage le mois prochain de ces modules. Mais également, c'est tout derrière ce que ça a généré en termes de com et puis en termes d'attractivité. On a des gens qui nous appellent, des plombiers, des électriciens qui veulent nous rejoindre parce que voilà, la philosophie est très bonne. Merci beaucoup. Alors on a 5 minutes et un peu plus, même pour des questions, si vous voulez bien applaudir. J'en profite pendant que vous préparez votre première question pour dire que l'ensemble des supports de présentation seront en ligne très prochainement et les vidéos seront en ligne d'ici 2-3 jours. Donc vous pourrez revoir la séquence complète. Est-ce qu'il y a une première question ? Sinon, moi j'en ai une pour Axel. Alors je démarre ma première question. Tu disais à l'instant que le pod, c'est une bonne solution pour la maintenance. Est-ce que c'est, y compris dans le neuf, vous êtes en train de vous poser la question de recourir à des pods comme cela ? Je vais te dire, ça a compté dans le fait quand eLoft a été placé en liquidation judiciaire et qu'on s'est dit qu'on allait potentiellement perdre la solution Synarpod parce que l'entreprise aurait probablement, entre nous, pas survécu si on avait laissé tomber le lot. Ça a compté parce qu'en effet, dans le neuf, comme dans la réhabilitation de collectifs, comme dans la réhabilitation de pavillons, on va avoir besoin de ces solutions qui vont permettre de se passer des chaudières gaz et de passer à des packs et avoir des systèmes un peu intelligents. Et donc, notre idée, c'est de se priver aucune bonne solution de filière locale, y compris des entreprises, des majors demain auront peut-être recours au service de Synarpod. L'idée, c'est d'avoir des produits qu'on arrive à faire développer localement
et le point important qu'il a donné, qu'il soit rétrofitable. L'usine, tu as dit où est-ce qu'elle serait? Montaigu. On était hébergé par les Vendéens. Donc, c'est à la lisière de la Loire-Atlantique. Monsieur le Président du plan bâtiment durable. Deux questions. La première, quel est le prix au logement de cette opération, et la deuxième, est-ce qu'il est prévu un accompagnement des locataires dans la durée pour qu'ils apprennent à vivre avec ce nouveau logement? Alors, le prix, c'est un sujet compliqué, le prix. L'industrialisation... Depuis ce matin, toutes les questions portent sur le prix, puisque les intervenants ne l'évoquent pas spontanément. Donc ça vient par les questions. Ben, ils ont bien raison. On part d'un système qui était à 130 000, 140 000 euros dans les premières expériences qui ont pu se déployer en Hauts-de-France notamment et en Rhône-Alpes. Notre idée, c'était, en faisant masse, d'avoir un premier effet sur le prix et de faire descendre les prix. Alors, pour être très clair et pour avoir beaucoup discuté avec pas mal de gens dans la salle, à l'époque, on n'est pas descendu aussi fort que l'on aurait souhaité. Si je dois faire une moyenne sur la partie qui est Energy Sprong, parce qu'après, les bailleurs peuvent rajouter des travaux qui sont annexes et qui sont au-delà de ce que l'on avait dans le programme initial, on va être sur des pavillons aujourd'hui à 100 000 euros. Mais il faut intégrer qu'on y met des panneaux photovoltaïques qui sont générateurs de ressources et de revenus dans le système et qui donc changent un équilibre par rapport à une réhabilitation classique. Et on est descendu à 75 000 euros, un peu moins, sur du collectif de grande taille. C'est qu'une première étape. Notre idée, c'est donner confiance à cet écosystème et demain relancer, nous ou d'autres, des programmes équivalents d'industrialisation qui permettront de franchir une étape complémentaire. On a été retenu dans le cadre d'un appel à projet européen qui s'appelle HP Street Reno, sur lequel on va travailler dans une autre manière, dans une autre logique dans quelques années, qui seront plutôt des modules, des modèles où on va travailler par module et par module de travaux potentiels. Notre idée, c'est qu'on doit donner à la filière la capacité de s'organiser, de nous offrir des solutions qui soient moins chères demain. L'accompagnement des locataires, je laisserai Sébastien répondre, mais il est prévu de bout en bout, mais on a privilégié des solutions techniquement simples. Parce que les choses compliquées que les locataires ont du mal à utiliser, ça ne marche pas en fait pour de vrai. Donc, alors qu'est-ce que du simple? Alors qu'est-ce que vous avez prévu? Alors donc pour les locataires, donc ce qui est intéressant. D'abord, ils n'ont pas accès au pod. Hein. Non, du tout. Ça, c'est. Non, du tout. Par contre, depuis 2 ans qu'on mène l'expérimentation, donc sur Saint-Seb, on a 3 locataires, enfin un étage, une maison nantaise avec 3 étudiants. Et donc on a testé pas mal de systèmes d'interface. On a été, comme les Hollandais, une tablette. On a arrêté au bout de 15 jours, la caméra, ça gênait, le machin, les mises à jour, Apple, machin et tout, ça ne marche pas. Et en fait, on est revenu à un système très simple qui est juste un écran, un afficheur avec une molette. Et en fait, derrière, puisqu'on a toutes les données, toutes les informations dans le pod, CO2, qualité d'air, après, on va automatiser le fonctionnement du système. Mais les locataires ont juste un écran. Et pour l'acceptabilité de tout ça, c'est un point qui est vachement important pour nous, puisque dans la première réunion de lancement qu'on a fait au mois de juillet, avec toute l'équipe du projet, on s'est dit, notre projet sera réussi si dans 3 ans, les locataires disent « Ah, c'est super bien, c'est confortable, c'est hyper simple, ça marche très bien ». Donc on s'est dit comme mission, le locataire est au centre de notre préoccupation. Jusqu'à l'information qu'on peut y donner, on est en train de travailler sur des petites vidéos pour vulgariser l'information avant, quand on va aller les voir, sur le process avec SPI, sur le schéma locataire, voire même on ne s'interdit pas d'aller chercher une tiny house, enfin plein de sujets qu'on a phosphorés pour mettre le locataire au cœur de notre préoccupation. Merci. Une dernière question? Alors, plutôt qu'une question, c'est plutôt peut-être un complément. Juliette Lavis de Novabuild. Axel, à juste titre, tu as parlé de construire une filière locale puissante sur ce projet. Tu démarrais ton propos en parlant de novembre 2020. J'aimerais juste compléter qu'avant 2020, sur 2019, avec Fibois et Atlanson et Novabuild, on a participé, on a mis en place tout un cycle d'ateliers pour la mobilisation des professionnels et justement pouvoir construire des réponses locales et dynamiques comme celle qui est proposée aujourd'hui par Synerpod. Tu vois, Juliette, à force que Pierre-Yves me dit qu'il faut que je fasse court, j'oublie des trucs essentiels. Pas de souci, je suis là pour ça. Alors, puisque c'est une observation et pas une question, est-ce qu'il y a une dernière question? Ici devant, madame. Oh là, vraiment, les baskets, elles s'imposaient. Hein. Trop bien. Pas la figure non plus. Restez avec nous. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, Frédéric Berlinson, architecte. Je voulais m'interroger effectivement sur la comptabilisation de cette surface extérieure. Est-ce qu'elle est comptabilisée dans l'emprise au sol, par exemple? Et est-ce qu'elle est, deuxième question, est-ce qu'elle est possible de le mettre en place pour du logement collectif?
Est-ce que ça génère de l'impôt foncier quand vous dites emprise au sol, par exemple? Non, il y a ça derrière par rapport au PLU, en fait, pour Oui. savoir si effectivement, dans des projets où l'emprise au sol est déjà saturée au niveau de la parcelle, Ouais. savoir si c'est possible de mettre ce genre d'éléments. Ça a été un sujet de travail avec les collectivités sur lesquelles on a fait les projets. Ça génère potentiellement une emprise au sol. Ça n'a pas forcément été une problématique parce qu'on n'avait pas des trucs des ensembles qui avaient été choisis et qui posaient cette question-là. Mais oui, c'est une vraie question. Il y a ça qu'on peut se mettre comme question. Il y a la question des architectes des bâtiments de France avec les panneaux photovoltaïques. Grand moment sur ce projet avec les architectes des bâtiments de France. Grand moment. Donc on refera une séance un jour là-dessus. Bon, il y a plein de questions connexes qui se sont posées de manière évidente et qui sont liées soit au droit de l'urbanisme, soit au PC, soit aux autorisations de travaux qu'on a demandées. Globalement, on avait choisi des ensembles qui permettaient de mener les projets de manière à ce que ça puisse fonctionner, même si, si on devait refaire la sélection des projets immobiliers qu'on mettrait dedans dans une future consultation, on ne mettrait peut-être pas tout à fait les mêmes. Voilà. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants.